ce qui concerne le statut des représentants des salariés, donc comme je vous l'avais déjà expliqué, ce sont des salariés protégés par leur mandat, d'accord? Les représentants du personnel, forcément pour exercer leur mission, doivent avoir du temps et certaines libertés. Alors, par exemple, les libertés, généralement, ce sont des libertés de déplacement. Et à ce moment-là, l'employeur ne peut ni ne doit exercer des pressions sur eux, d'accord? Ni entraver, et justement c'est encadré par la loi, ni entraver l'exercice de leurs fonctions sous peine de sanctions. Alors, donc leurs moyens d'action, comme je vous l'avais dit, ils ont des heures de délégation, d'accord? Et bon, dont je vous avais donné la teneur précédemment. Et puis, ce que je peut-être peux préciser, c'est le nombre d'heures de délégation des élus au CSE, d'accord? Donc le CSE, hein, Comité social économique, là aussi des heures qui varient en fonction des effectifs. Et dans tous les cas, son pouvoir être inférieur à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et 16 heures dans les autres. Donc, dans les délégués syndicaux, ça, je vous avais donné hein, les fameux 12 heures jusqu'à 150 salariés, 24 heures au-delà de 500. Donc voilà, toutes ces instances-là ont des personnes qui sont finalement représentatives des salariés et qui ont des heures de délégation. Donc, je vous donne, on va dire, en quelque sorte, bon, c'est pas forcément à savoir par cœur, mais c'est intéressant juste de le savoir, que ces personnes-là ont des moyens d'action et parmi ces moyens d'action, des heures de délégation. Alors, en plus de cela, donc cette fameuse liberté de circulation, et elle est libre hein, finalement, cette circulation, pendant les heures de délégation. Et à ce moment-là, le représentant du personnel peut même se déplacer en dehors de l'entreprise. Donc, pendant ces heures et en dehors de ses horaires de travail, bien sûr, il peut se déplacer librement dans l'entreprise et également prendre contact avec les salariés, hein, du moment que finalement cette prise de contact ne gêne aucunement l'accomplissement du travail des salariés. Alors, à côté de cela, justement, qu'est-ce qui a été institué pour faire en sorte que les employeurs n'aillent pas, en fait, n'entravent pas en quelque sorte hein, cette démarche, hein, liberté de déplacement qu'est-ce qui est fait justement c'est un délit d'entrave qui a été institué par la loi, qui est une infraction pénale, hein, tout simplement, et qui finalement, c'est quoi le délit d'entrave? C'est le fait de porter atteinte à l'exercice du droit syndical, à la constitution tout simplement des comités et à la désignation des membres, ou ça peut être encore le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de ses représentants, ou du fonctionnement par exemple normal des comités, comme le comité social économique. Et concrètement, l'employeur qui se verrait finalement l'auteur de cette infraction, ou de ces infractions, de ces entraves hein, qui peuvent être différentes, eh bien, à ce moment-là, il va avoir une sanction qui peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Ça, il faut le savoir, c'est quand même conséquent. Hein. Alors, donc là, ça, 1 an d'emprisonnement, 7 500 € d'amende, c'est en cas d'entrave à la constitution ou à la mise en place des institutions, c'est-à-dire en amont, hein, et puis 7 500 € en cas d'atteinte, là aussi, au fonctionnement de ces institutions. Donc, on ne revient pas dessus, hein, ce délit d'entrave, ça peut être à la Constitution et par la suite dans le fonctionnement. Et puis pour finir, donc on part sur les conflits collectifs. Alors effectivement, hein, tout n'est pas rose dans les entreprises, dans les entreprises et en dehors, hein, finalement. Notre société est égrenée et a avancé grâce aux conflits collectifs et plus particulièrement grâce aux grèves. Alors, je commence par une première définition de la grève. Et il y a certains points quand même à connaître, parce que tout le monde pense connaître ce qu'est la grève et le droit de grève, mais il a quand même quelques particularités à connaître. Donc déjà, on peut dire que c'est un droit individuel qui, par contre, va être exercé de façon collective. Et j'insiste sur le exercer de façon collective. Donc ça veut dire que concrètement, vous ne pouvez pas décider seul de partir en grève. D'accord? Il faut que ce soit une expression collective qui va faire que vous allez être en arrêt de travail, et un arrêt de travail qui a pour objectif de satisfaire des revendications, mais des revendications qui soient professionnelles et qui n'ont pas été satisfaites par l'employeur. Donc toute revendication ne vaut pas grève hein, finalement. On est bien, je pense que c'est logique. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, le salarié ne peut pas faire grève tout seul, à part s'il participe à un mouvement national. Il peut être seul dans l'entreprise, mais participer à un mouvement national au niveau de l'envergure. L'arrêt doit être complet. Hein, quelle que soit sa durée. Il ne s'agit pas d'arrêter 1 heure dans la journée et de reprendre. Hein. Typiquement, les grèves perlées,
Et on va revenir sur les différents types de grèves. Par exemple, comme la baisse de la production, je lève le pied, j'exécute mon travail au ralenti, concrètement, sont illicites. Alors que les grèves tournantes, elles sont illicites. Tournantes, ça peut être de à différents niveaux. Ça peut être un service l'un après l'autre, ça peut être un jour une partie des salariés, le lendemain une autre partie. On peut imaginer plein de choses dans les grèves tournantes qui sont licites, alors que les grèves parlées, non. Ralentir, baisser le niveau de production, ça c'est interdit. Alors, il suffit que l'employeur ait juste connaissance des revendications, hein, et il doit s'agir encore une fois de revendications professionnelles et collectives. Et que bien sûr que l'employeur soit en mesure de satisfaire. Alors, les différents types de grèves, pour faire le tour un peu, bon là c'est moi qui ai voulu vous donner un éventail un peu vaste hein, des différents types de grèves, mais bon c'est pas forcément à connaître, hein, et toutes celles que je vais vous présenter ne sont pas forcément tout le temps appliquées. Alors encore une fois, les grèves parlées, le fait de ralentir volontairement le travail, c'est complètement illicite, hein, d'accord, illégal en France. Donc là concrètement, c'est rompre un peu avec vos obligations contractuelles en quelque sorte. Vous avez les grèves du zèle. Donc là, c'est j'applique strictement les consignes données, hein, et en grosso modo, si j'applique strictement, j'en fais pas plus alors que je pourrais éventuellement, puisque on est d'accord que quand on travaille, il y a quand même un peu de prise d'initiative quand même. Et finalement, l'intérêt, c'est de, en quelque sorte, hein, ralentir l'exécution, hein, faire en sorte que d'autres services soient bloqués. Et forcément, ça touche un peu au travail réalisé, et ça aussi, c'est interdit en France. D'accord. En France, et plus particulièrement dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les grèves tournantes, comme je l'ai dit. Les grévistes se concertent et se relaient pour faire grève, hein, afin que les effectifs de travail ne soient jamais au complet dans l'entreprise. Faire sorte de tourner, on ne sera jamais à 100% tous dans l'entreprise. Et puis ça permet aussi de, on va dire, de ralentir la baisse de salaire, forcément, si ça tourne. C'est pas tous les jours les mêmes, forcément, on fait en sorte de pas trop impacter son salaire à la fin du mois. Euh, Après, il y a d'autres types hein, de grèves, grève tournante verticale, ou là, des catégories professionnelles, ou alors grève tournante horizontale, où là, on va faire tourner les secteurs d'activité les uns après les autres au niveau de la grève. La grève tournante, comme je vous l'ai dit, elle est licite, sauf, encore une fois, si elle désorganise l'entreprise. Et elle est prohibée dans le secteur public. Vous avez la grève solidaire, où là, on va être dans un arrêt collectif du travail pour soutenir finalement les revendications d'une autre catégorie de salariés en grève. C'est possible. Vous avez la grève générale, où là, c'est la grande majorité ou l'ensemble des travailleurs d'un pays qui sont rassemblés pour les mêmes revendications. Et on en a connu beaucoup. Euh, et puis, donc, on a la grève avec occupation. Donc là, on occupe les lieux de travail concrètement. Et le premier cas en France avait eu lieu en 1936. Et c'est là où les congés payés, justement, avaient été obtenus. Vous avez tout ce qui est piquet de grève, dont vous avez certainement entendu parler dans les journaux. Donc les grévistes se regroupent, s'installent à l'entrée du lieu de travail, hein, afin d'empêcher tout simplement les non-grévistes de travailler. On a eu des piquets de grève justement avec la réforme des retraites. Je crois qu'on a vu quand même des images assez frappantes en ce qui concerne tout ce qui était relatif aux conducteurs de bus, hein. Je ne sais pas si vous voyez, la RATP. Euh, donc là, ça c'est illégal en France, hein. Je vous renvoie hein, vers certaines images où les chauffeurs de bus étaient vraiment insultés par leurs collègues, hein, littéralement, parce que eux refusaient de faire grève. Donc les images sont encore chaudes, hein, si vous voulez aller sur Internet, vous en trouverez pas mal. Vous avez tout ce qui est grève sauvage, où là, c'est décidé par les salariés en dehors de toute consigne syndicale. On est là pour défendre nos acquis, nos statuts, mais de façon désordonnée, hein, sans que ce soit, on va dire, organisé. Oui, de façon organisée. Et puis vous avez les grèves bouchants, où là, elle est légale, mais si elle désorganise l'entreprise, elles peuvent être interdites. Et l'objectif finalement, c'est d'arrêter le travail dans un service d'entreprise pour bloquer le fonctionnement de celle-ci. On arrête un service et pour finalement bloquer tout le reste. Et encore une fois, si ça désorganise l'entreprise, elle devient interdite. Alors,
la négociation syndicale, enfin, comment dire, la grève, encore une fois, elle est nécessaire. C'est un acquis important. C'est un acquis qui a fait changer les choses, hein. Les congés payés, c'est vraiment important. Enfin, je veux dire, c'est devenu la base pour et on va se focaliser sur les Français, hein. Le fait d'avoir des congés payés, c'est quand même salvateur pour la stabilité, ne serait-ce que psychologique, sociale, familiale. Mais il est à noter que des fois, effectivement, on va dire que les démarches vont un peu loin. Alors moi, personnellement, ce que j'avais retenu, c'était, je ne sais pas si vous, peut-être que vous êtes un peu trop jeune, mais le cas au niveau d'Air France, d'un DRH, hein, qui s'était retrouvé torse nu, avec la chemise littéralement arrachée par des salariés, hein, des syndicats, qui étaient en, qui avait littéralement finalement, hein, attrapé le DRH et l'avait mis, comme vous le voyez là sur l'image, quoi. Et cette image, je peux vous dire qu'à l'époque, elle avait fait le tour du monde, hein, et qu'elle avait mais fait beaucoup, beaucoup couler d'encre. Euh, et c'est resté dans les annales, hein, quand même, c'est resté la mémoire collective. Voilà, un peu les dérives. Et d'ailleurs, hein, cette dérive, elle s'était, comme on dit, soldée pour ceux qui avaient fait ça, les salariés et les syndicats, les salariés qui, même s'ils étaient représentatifs de syndicats. Alors, il y en a certains qui ont été licenciés, et il y en a même certains qui ont eu de la peine de prison sous forme de sursis, bien sûr. Mais franchement, c'était allé loin, hein. Il y a eu un procès derrière. Voilà, donc pour dire que la grève c'est bien, mais qu'effectivement, pas au prix de désorganiser l'entreprise et pas au prix de quand même la liberté de chacun. Alors, les conséquences de la grève régulière. Donc, concrètement, si vous êtes en grève, pour le salarié gréviste, vous allez suspendre votre contrat de travail. D'accord. Donc, en gros, si vous avez un accident, vous n'êtes plus couvert. D'accord, par la législation des accidents du travail. Autre chose, la grève, c'est plus un temps de travail effectif. D'accord. Et concrètement, à ce moment-là, vous ne cumulez plus tout ce qui est congé payé. Et le moment où le salarié reprendra son poste, il ne pourra pas récupérer, récupérer les heures, hein, euh, du moins, j'hésite là. Donc, il me semble que le salarié, voilà, ne pourra pas reprendre son emploi, hein, et on ne pourra surtout pas justement lui imposer de récupérer les heures qu'il n'a pas faites. Voilà ce que je cherchais. Ensuite, pour les salariés non grévistes, euh, ben, eux, finalement, ils ne sont pas touchés par la grève, normal, leur contrat de travail euh, décidément, euh, court encore, hein, en quelque sorte, et les obligations sont maintenues, hein, les obligations de l'employeur et du salarié sont maintenues. Et l'employeur peut, s'il ne peut pas fournir de travail aux salariés en raison de la grève, invoquer on va dire, la force majeure, un cas de force majeure, et le renvoyer chez lui en quelque sorte, ou encore mettre en place un lockout, d'accord? Ce qui va pouvoir suspendre le contrat de travail. Alors justement, la réponse de l'employeur à la grève. Donc lui aussi, il a des moyens pour rétorquer. Donc, il lui est interdit, ça il faut le noter, il lui est interdit de recourir à des contrats de travail précaires, d'accord? Donc, il ne peut pas dire, bah tiens, ok, pas grave, je vais aller chercher des intérimaires. C'est pas possible. Par contre, il peut demander à des non-grévistes de réaliser des heures supplémentaires. Alors, autre chose, sans pouvoir disciplinaire de l'employeur. En cas d'exercice normal du droit de grève, en quelque sorte, ce pouvoir est suspendu. D'accord. Donc, en cas d'exercice normal du gréviste, c'est-à-dire que le gréviste exerce son pouvoir de façon licite, hein, l'employeur ne peut pas le sanctionner. Et cela même s'il commet une faute, d'accord, durant l'exercice de son droit de grève. Ok. Bon, à condition, hein, qu'elle ne soit pas une faute lourde, donc, par contre. Et à ce moment-là, quand le salarié est en grève, le licenciement est interdit et de toute manière serait complètement nul de plein droit. Ça, il faut le savoir. D'accord. Donc le pouvoir disciplinaire, il est en quelque sorte limité pendant l'exercice du droit de grève. Et puis, par contre, si le droit de grève est exercé de façon anormale, le salarié qui participe à cette grève illicite, à ce moment-là, ne sera plus protégé et pourra être licencié, même en dehors de fautes lourdes.
Ça, il faut le savoir. Donc, si un salarié participe à une grève illicite, à ce moment-là, ça ouvre finalement de plein droit à l'employeur de licencier. Alors que si c'est une grève illicite, ça le protège fortement, à part faute lourde plutôt. Alors justement, parmi les réponses de l'employeur, vous avez le lockout. Et le lockout, c'est la fermeture temporaire de l'entreprise décidée par l'employeur. En gros, il y a une grève, il y a un raffut imaginant pas possible, ça part dans tous les sens. Et l'employeur a peur pour son entreprise, a peur pour l'intégrité de ses murs, de son matériel, et peut décider finalement de fermer complètement son entreprise. En principe, il n'a pas le droit comme ça de recourir au lockout. Hein. C'est pas parce qu'il y a grève, dit allez tiens, grève, ok, lockout, je ferme tout. Non, c'est vraiment au cas où il pense vraiment qu'il y a finalement un risque pour son entreprise. Donc c'est à titre préventif ou par mesure mais par contre par mesure de rétorsion, c'est complètement illicite. Hein. Je veux dire pour se venger en quelque sorte, c'est complètement illégal. Et par contre, comme je vous l'ai dit, en cas de force majeure, c'est possible. Il se retrouve face à une situation contraignante, il peut y aller, il peut fermer son entreprise, il peut mettre en place ce qu'on appelle un lockout. Alors, par contre, à côté de tout ça, il faut, par la suite d'une grève, hein, la grève, l'objectif c'est de faire avancer les choses, donc il va y avoir en quelque sorte la mise en place d'un règlement à l'amiable des conflits collectifs. Alors, il y a différents types de règlements. Déjà, premier stade, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en place une conciliation. Alors, c'est quoi la conciliation? C'est que les partis, alors ça peut être à l'initiative d'un des deux partis, ils sont réunis devant une commission de conciliation et à ce moment-là, il va y avoir négociation et si une solution est acceptée par les partis, à ce moment-là, il y aura un procès verbal comme quoi finalement on se met d'accord sur un élément et tout le monde repart au travail. Par contre, s'il n'y a pas eu finalement de solution trouvée, à ce moment-là, on va avoir recours à la médiation, voire à l'arbitrage. Alors, la médiation, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est à l'initiative du président de la Commission nationale de la négociation collective ou du ministère du Travail, donc là ce sont deux entités importantes, qu'il va y avoir un médiateur qui va intervenir. D'accord? Et ce médiateur, qui va être mis en place par ces institutions, va essayer de trouver une solution et va proposer dans un délai d'un mois aux parties des solutions qui vont avoir à ce moment-là 8 jours pour accepter ou pas les solutions proposées par ce médiateur. Et à côté de ça, on peut avoir un arbitrage où là, l'arbitrage concrètement, c'est les parties, on n'y arrive toujours pas. Imaginons il y a eu conciliation, médiation, on n'y arrive toujours pas. À ce moment-là, les parties acceptent de se soumettre à la décision d'un arbitre. Donc les deux parties vont choisir un arbitre qui va statuer en considérant que c'est un arbitre, on peut le dire, qui va statuer de façon qui aura pas d'accroche avec aucun des partis, qui va être, alors je cherche mon terme, qui va être équitable en quelque sorte au niveau des deux parties. Et à ce moment-là, la décision qui va être prise va être notifiée aux deux parties. D'accord? Donc ça pourrait être à l'avantage de l'employeur ou à l'avantage des salariés. Et à ce moment-là, les parties vont être libres d'accepter ou non la décision de l'arbitre. D'accord? Par contre, s'ils refusent la décision de l'arbitre, à ce moment-là, ils vont devoir faire appel devant ce qu'on appelle la Cour supérieure d'arbitrage. Donc ça veut dire qu'effectivement, le règlement amiable du conflit amiable, à ces trois solutions, et des fois, quand on n'est plus à l'amiable, hein, on va aller devant la Cour supérieure d'arbitrage. On peut considérer que l'arbitrage, la troisième situation, l'arbitrage, c'est vraiment le moment où on n'a vraiment pas trouvé de solution, où on va s'en remettre à une personne, on va dire, lambda, qui est complètement en dehors de tout ça, mais qui a les qualités pour arbitrer, et on va se remettre en quelque sorte à sa décision. Et vraiment, si on n'est pas d'accord à ce moment-là, on va faire appel à la Cour supérieure d'arbitrage. Donc ça veut dire que franchement, ça peut traîner concrètement, ça peut traîner beaucoup en longueur. Donc voilà pour cette partie-là. Bon, j'aurais pu aller pousser bien davantage, mais j'ai décidé quand même de rester assez soft pour cette partie-là. Quoi qu'il en soit, j'aborderai une autre partie, maintenant la dernière séance, où j'aborderai les droits et les devoirs
des entreprises dans le cadre des stages, hein, du stagiaire et des entreprises qui prennent des stagiaires. Mais bon, là, je pense que cette séance sera relativement rapide. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à commencer à revoir toutes ces parties-là. Et au niveau de l'évaluation, ce que je pense faire, c'est partir de cas, hein, où je vous inviterai à me proposer des solutions au regard de ce que je vous aurai montré finalement, de ce que dit la loi, de ce que dit le Code du travail. Voilà, c'est bon pour moi. J'ai terminé. Ben, je vous dis bon courage et une fois que vous avez terminé, donc je vous renverrai vers une application à réaliser sur le NT.